donnent pas cher de leur peau. Yasmine Abdel-Fadel. Et là, ils sont en pleine traversée du désert. Je pense pas qu'on peut s'attendre à ce que demain soir, on se couche et on dit « Ouf! » Emmanuel Latraverse. Bien que le gouvernement maintienne que pour l'instant, on n'en est pas là. La rencontre, Abdel-Fadel, Latraverse. Dominique Olivier convoque les médias à 15 heures, on dit pour annoncer sa démission. Mais la Ville de Montréal, aujourd'hui, on apprenait également que les parties de Noël vont être annulées cette année parce qu'on n'a pas assez d'argent puis il faut serrer la ceinture. Manuel, est-ce que la Ville de Montréal essaie de nous convaincre qu'ils gèrent nos finances de manière serrée ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire avec ça? Ce qu'on essaie de nous dire, c'est que les parties de Noël ont eu raison de Mme Olivier, là où 10 jours de controverse, 17 000 de dépenses de restaurant en 4 ans et des voyages totalement farfelus ne l'avaient pas fait. Alors, comme quoi, des fois, en politique, ça prend pas grand-chose pour basculer. C'est quand même ironique. Mais ça me fait un peu penser à l'histoire de l'augmentation de salaire de 30 000 des députés. Là. Des fois, il y a des petites choses qui, dans un contexte plus large, ça se justifie d'annuler les parties de Noël dans un contexte de restrictions budgétaires, ça se justifie d'augmenter le salaire des députés qui n'a pas été augmenté depuis 20 ans. Tu sais, des fois, il y a des questions de timing en politique. Ouais. Hein? Et de la même façon que sur toutes les lignes de piquetage, on remet sur le nez au gouvernement l'augmentation de salaire des députés, ben à un moment donné, on peut comprendre les syndiqués, les employés de la Ville de Montréal de trouver que le café était pas mal fort le matin où ils ont reçu la note comme quoi les parties de Noël étaient annulées, même si personnellement, je ne trouve pas que dans un contexte de restrictions budgétaires, qui peu importe qui est l'employeur, ce soit définitivement et toujours la job du patron de payer le party de Noël. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme c'est devenu le symbole de plus. Parce que faut pas oublier qu'il y a eu le double boni aux 1800 cadres de la Ville de Montréal. C'est ça que j'allais dire, mais ça, il n'y avait pas de restrictions budgétaires à ce temps-là? Non, 6 millions de dollars, pas de restrictions budgétaires. Puis il y a eu l'espèce d'opération... mettre un cercle dans un carré, là, de nous faire croire, finalement, que tout le blâme pour le fiasco des comptes de dépenses à l'Office de consultation de la Ville de Montréal relevait de la nouvelle présidente. Ben oui. Qui, par son mutisme et son arrogance assez surréelle, méritait sa part de blâme, alors qu'objectivement, sur l'ensemble de l'enquête, la majorité du temps était sous le règne de Dominique Olivier, qui a commencé dans le reportage par dire que nos collègues cherchaient des bébites où il n'y en avait pas, tu sais. Alors, je veux dire, c'est une mauvaise gestion de cette affaire-là, absolument ahurissante de la part de l'administration Plante, là. Et donc, l'inévitable est arrivé. Mais moi, quand quelqu'un démissionne puis que ça fait 10 jours de controverse, je me demande toujours pourquoi cette personne-là n'a pas démissionné au jour 1. Et c'est à se demander pourquoi l'appui de Valérie Plante envers le leadership de Dominique Olivier était... Tu sais, elle s'est comme pas laissée de marge de manœuvre, là. Tu sais, oui, j'y fais confiance, puis oui... Là, ça va être drôle de l'avoir annoncé des hausses de taxes municipales mercredi toute seule, pas de présidente de comité exécutif à son côté. Ben, Mme Plante va nous expliquer comment elle compte faire tout ça, parce que Mme Olivier prend la parole à 15 heures, Mme Plante à 16 heures, puis on verra ce qui arrive. Mais, tu sais, on revient souvent quand il y a des scandales, des controverses. Tu sais, l'ABC de la gestion de crise, c'est pas gérer ta crise dans le premier 24 heures. L'ABC de la gestion de crise, là, c'est de faire plein de scénarios, tu sais. Ben oui. De voir où chacun de ces scénarios-là mène pour finalement prendre la décision, tu sais. Surprenamment, c'est quand plus la crise est grosse, plus il faut que tu sois calme dans ta prise de décision. Puis ça, c'est un cas exactement, un cas, je veux dire, à enseigner à l'école, là, sur quoi ne pas faire. C'est ne pas voir venir les coûts sous prétexte qu'on s'accroche à l'idée qu'il faut absolument que ce soit elle qui dépose le budget mercredi prochain, puis finalement, elle est emportée par une assez rigolote histoire de party de Noël annulée, tu sais. C'est assez drôle. Catherine Dorion, là, sa sortie dans son livre Parlons-en, parce que depuis 24 heures, on parle que de Catherine Dorion
et de la cabale qu'elle mène notamment contre Gabriel Nadeau-Dubois. Qu'est-ce qui se passe chez Québec solidaire? Il y a comme une petite guerre intestine des ceux qui sont encore là. On a vu un conseiller politique de Catherine Dorion sortir publiquement, avoir un texte absolument savoureux là, en réplique à Catherine Dorion. Qu'est-ce que tu comprends de cette sortie-là, Emmanuel? Ben, celle de l'ancienne employée politique de Mme Dorion, c'est clair qu'on a jugé chez Québec solidaire que ça prenait quelqu'un pour répondre à Catherine Dorion. On voulait pas que ce soit Gabriel Nadeau-Dubois ou Manon Massé. Et donc, cette personne-là était tout désignée, puis elle le fait très, très bien. Moi, ce que je trouve un peu... moi, je suis pas dans le déchirage de chemise et le défoulement collectif sur son compte, là. Je trouve que ce qu'il y a de malheureux dans cette histoire-là, et c'est toujours ce qui arrive un peu avec Catherine Dorion, finalement, c'est que l'esclandre fait oublier l'importance du reste du propos. Alors, c'est une femme qui est entrée en politique avec plein d'idéaux, plein d'idées de comment elle voulait faire les choses différemment, elle voulait bousculer les codes, tout ça. Puis on a besoin de monde de même en politique, tu sais. Puis elle a eu une mauvaise expérience en politique. Elle a pas aimé ça, puis je pense qu'il faut la croire là, quand elle dit qu'elle a failli laisser sa peau, là, tu sais, puis qu'elle s'est ramassée avec presque un choc post-traumatique. Là. Moi, je le remets pas en question, mais quelle réflexion profonde, nuancée, intelligente ça aurait pu amener sur les limites de son engagement, du militantisme, tu sais. Et ce qu'il y a de malheureux, c'est que dans son livre, finalement, elle soulève plein de questions super intéressantes, super pertinentes, qui méritent d'être débattues, mais parce que ça se fait dans le cadre d'un méga coup de gueule, là, parce qu'on utilise des gros mots, parce qu'on règle des comptes, parce qu'il y a un peu de révisionnement, parce qu'elle fait du Catherine Dorion, finalement, c'est le réglage de comptes qui va faire parler. C'est elle et son rapport à ses anciens collègues qui va faire parler. Puis, ça occulte, je pense, l'enjeu premier qui aurait dû être les réflexions, les leçons, les remises en question qu'elle soulève et qui sont nécessaires suite à son passage en politique. Mais ce qui est un peu ironique, c'est elle dénonce finalement l'espèce de loupe que des politiciens ont. C'est des politiciens qui dérangent dans leurs propos, dans leur manière différente d'être, dans finalement ce que Catherine Dorion a été. Elle dénonce comment elle a été traitée à l'Assemblée nationale. Et finalement, de manière très colorée, elle pointe du doigt, elle prend sa revanche et se retrouve à devoir finalement répondre à des accusations de l'autre côté qui disent qu'elle faisait de l'absentéisme, qu'elle n'était pas vraiment intéressée à faire la job de députée. On ne comprend plus finalement le message de Catherine Dorion. C'est ça. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a c'est comme pas un rendez-vous manqué, mais une opportunité perdue, en vérité. Mais ça va vendre la copie, puis c'est super excitant, puis ça met son ancien parti dans le trouble, donc ça lui permet de régler des comptes, mais c'est que toute l'opération finit par être un peu confuse, là, et c'est sans compter la question du timing, où finalement, c'est pas très élégant pour ces trois consoeurs qui se présentent pour être co-porte-parole, parce que c'est elles qui héritent, qui vont se retrouver avec le singe sur les épaules. Puis c'est comme si Catherine Dorion se place ainsi au cœur de la campagne à la direction maintenant. Tu sais, il reste 3 semaines, là. C'est de ça qu'on va parler, comment on se positionne face à ça, comment on réagit, etc., etc. Et ça, on parle de Catherine Dorion, on parle pas du militantisme, on parle pas de l'avenir de la gauche, on parle pas de la crise de croissance au sein de Québec solidaire, on parle pas de si c'est possible de réconcilier militantisme, antisystème avec la politique partisane. Tu sais, c'est toutes les questions intéressantes qu'elle soulève, mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de ces règlements de compte. Et c'est là que je pense que finalement, il y a un côté de son titre qui est très à propos, là, tête brûlée, c'est que c'est un coup de gueule. J'espère que ça lui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Oui. C'est une femme hyper intelligente qui aurait pu apporter énormément dans le débat public. Puis, par la façon dont elle le fait,
ben finalement, je suis pas certaine que ça va servir son propos, tu sais, plus large enfin, pour changer non les plus. choses au Québec, plutôt que pour être applaudi par les gens qui l'admirent déjà. Mais ceux-là, peu importe ce qu'elle allait dire, ils allaient l'applaudir de toute manière. Mais les autres qui encore se demandaient quel a été l'impact de Catherine Dorion en politique, ben aujourd'hui, ils ont peut-être un goût amer de son passage. Emmanuel Latraverse, toujours un plaisir. On se retrouve demain. Au revoir. Pour comprendre le monde.